L'amour, quel lien magnifique et bouleversant. Avoir trouvé en une personne son partenaire de vie, faire des projets ensemble et les concrétiser est le rêve de plusieurs personnes. Dans le fond, qui ne souhaite pas trouver l'amour, s'unir par le mariage et peut-être consolider cet amour par la venue d'un enfant? Que de merveilleux projets. Mais que se passe-t-il lorsque cette magnifique aventure, qui est l'union de deux êtres qui s'aiment, tourne au drame et que la famille que vous avez construite pendant des années vole en éclats au point de commettre l'irréparable? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans une triste affaire. Guy Turcotte est né le 21 avril 1972. C'est un homme intelligent et qui semblait tout avoir dans sa vie. Il a fait des études de médecine et a par la suite eu une brillante carrière. Il a fait ses études à l'université Laval du Québec en 1999. Et là-bas, il va faire une rencontre qui va changer sa vie puisqu'il va connaître Isabelle Gaston. Isabelle et Guy tombent rapidement amoureux, mais le couple a des personnalités très différentes. Isabelle est plutôt extravertie, tandis que Guy est plutôt introverti. Mais cela ne les empêche pas d'être attirés l'un envers l'autre et de s'épanouir ensemble, à tel point que le couple décide d'emménager ensemble en 2000. Et c'est en 2003 que Guy commence à travailler comme cardiologue à l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, qui est une clinique médicale. Et cette action a poussé le couple à déménager à Prévost, une ville du Québec, tandis que sa femme était toujours dans ses études. Le couple était très heureux ensemble et un bonheur allait venir combler leur vie, puisqu'Isabelle tombe enceinte de leur premier enfant. Et le 27 avril 2003, le petit Olivier voit le jour. La même année, un magnifique événement se produit puisque le couple se marie le 23 août. Et autant dire qu'ils sont sur un nuage. En plus d'un beau mariage, la vie professionnelle d'Isabelle se développe. Après avoir accouché, elle reprend ses études de médecine et elle les termine. Elle travaille ensuite dans le même hôpital que son mari, mais en tant qu'urgentologue. Le couple a une bonne situation et une vie très épanouie. Un autre heureux événement s'ajoute à leur vie avec la venue de la petite Anne-Sophie le 8 décembre 2005, soit 2 ans après leur premier enfant. Le couple Turcotte semble avoir tout pour eux. C'est un jeune couple marié, tous les deux très beaux et charmants. Ils ont chacun fait de brillantes études et eu des carrières à succès avec un travail épanouissant et bien vu dans la société. Ils ont une situation confortable et cerise sur le gâteau, ils ont 2 magnifiques enfants. En apparence, ils semblaient avoir la vie parfaite. Mais malheureusement, avec le temps, les différences au sein du couple vont commencer à prendre le dessus. Ils ont du mal à s'entendre et le couple commence à battre de l'aile à partir de 2007. Isabelle ne semble plus satisfaite au sein de sa relation où elle ne semble plus trouver ce dont elle a besoin auprès de son mari, à tel point qu'elle commence une liaison avec Martin Huot en octobre 2008. Cet homme n'est autre que son entraîneur personnel et un ami proche du couple. Mais malgré qu'elle est un amant, Isabelle fait toujours des choses avec son mari, qui lui ne se doute de rien pendant ce temps. Le couple prépare d'ailleurs un voyage au Mexique avec leurs enfants le 14 janvier 2009. Et alors qu'ils semblaient passer un bon moment en famille, Guy va tristement apprendre la liaison de sa femme avec Martin par l'épouse de celui-ci. Même si cette nouvelle le bouleverse et le révolte, il fait comme si de rien n'était. Isabelle apprend ensuite, dès le lendemain, que l'épouse de Martin a dévoilé sur Facebook sa liaison avec son mari. Isabelle est furieuse et elle confronte son mari à ce propos. Elle lui reproche d'avoir appris cette nouvelle et d'avoir gardé le silence. Elle lui dira « Tu le savais et tu n'as rien dit ». Comme vous l'avez deviné, le reste du voyage se passe très mal et le couple est très froid l'un envers l'autre. Tout se dégrade rapidement entre eux à tel point qu'une séparation est envisagée. Guy Turcotte est profondément blessé par l'infidélité de sa femme et il se sent terriblement trahi par elle, mais aussi par son ami Martin qui venait souvent dîner chez eux. 2 jours après leur retour de voyage désastreux, Guy quitte la maison familiale et devient fou de rage. Il déménage dans une maison à Piémont qu'il loue. La séparation est décidée entre eux et les enfants sont alors placés sous le régime de la garde partagée. Dès lors, la relation entre le couple va se détériorer et les rapports deviennent hostiles.
Guy sombre dans la dépression et il ne parvient pas à accepter l'infidélité de son épouse. Guy décide de se rendre à sa maison le 10 février afin de récupérer un chandail et c'est alors qu'il tombe sur l'amant de sa femme, Martin Huot, qui désormais vit chez lui avec sa femme. Les amants ont emménagé ensemble dans la maison de Guy et d'Isabelle. Et autant vous dire que Guy est entré dans une colère terrible. Il a alors crié « T'es un écœurant, tu m'as volé ma femme, tu m'as trahi, tu es un hypocrite, tu venais chez nous, tu me faisais des gros hugs. » Et il l'a ensuite frappé au visage. Guy continue de sombrer dans la dépression, tandis qu'Isabelle semble faire sa vie avec son amant. Les relations sont très tendues entre eux, mais Isabelle se dit qu'avec le temps, Guy va accepter cette situation et se remettre progressivement. Durant cette séparation, les enfants peuvent voir leur père régulièrement et il n'y a aucun souci là-dessus. Guy, de son côté, même s'il peut continuer de voir ses enfants, cela ne le suffit pas. Il continue de broyer du noir et n'en revient pas de la fin tragique de son mariage. Il est vrai qu'il est difficile d'accepter une procédure de divorce et de séparation lorsqu'on a construit une vie de couple, une vie de famille avec une personne et que tout cela vole en éclats à cause d'une infidélité. Et pire encore que l'amant de votre partenaire se trouve être un ami proche que vous avez l'habitude de côtoyer. Mais bien sûr, rien ne va justifier les futures actions de Guy qui se trouve torturé entre la tristesse, la peine, la haine et la trahison. Rien ne pouvait prédire la tournure dramatique que les événements allaient prendre. Dans l'après-midi du 20 février 2009, Guy va chercher sa fille à la garderie et son fils à l'école. Il envoie ensuite un message à Isabelle afin de lui dire qu'il va passer au domicile chercher des raquettes pendant qu'elle ne sera pas là. Mais Isabelle lui explique qu'elle a changé les serrures de la maison. Guy éclate alors de colère et il lui dit « Tu n'avais pas le droit, c'est ma maison. Tu veux la guerre, tu vas la voir. » Il est fou de rage. Isabelle lui répond alors qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut et qu'il ne contrôle plus sa vie. La colère que ressent Guy ne fait qu'augmenter au fur et à mesure que le temps passe. Il sent que tout le petit monde qu'il a construit avec sa femme lui échappe et que tout se détruit. Le soir même du 20 février, Guy se trouve avec ses enfants, mais il ne décolère pas. Il est torturé par la haine et n'en revient pas du mal que sa femme a pu lui faire. Guy, au lieu de se concentrer sur ses deux enfants, est obsédé par la trahison de sa femme. Dans son esprit, la guerre est déclarée. Ce soir-là, Guy se met à lire des courriels échangés entre sa femme et son amant. Il broie du noir de plus en plus et il sombre. Il entre dans une colère noire. Il commence ensuite à faire des recherches sur le suicide. Toute la soirée, il va réfléchir et avoir des idées noires. Il a ensuite décidé d'annuler un rendez-vous qu'il avait prévu le lendemain avec son agent d'immeuble et il va appeler la gardienne qui devait s'occuper des enfants durant ce rendez-vous pour lui dire qu'il n'aurait plus besoin de ses services. Nous sommes le 21 février 2009. La mère de Guy Turcotte est morte d'angoisse. Elle sait que son fils traverse une période très difficile et personne n'arrive à le raisonner en ce moment. Elle n'a plus de nouvelles de lui et elle sait que depuis sa séparation avec Isabelle, il a pété les plombs et a sombré dans une profonde dépression. Le problème, c'est qu'elle se trouve devant la maison de son fils, mais qu'il la veille du drame.
Et Guy était dans un état second et n'a cessé d'hurler à plusieurs reprises qu'il a assassiné ses enfants et qu'il est un criminel. À ce moment-là, il était pleinement conscient de ce qu'il avait fait et a admis directement être l'auteur des meurtres horribles de ses 2 enfants. Durant la soirée, la pauvre Isabelle Gaston a appris la terrible nouvelle alors qu'elle était en séjour de ski au massif de Charlevoix. Imaginez le drame pour cette pauvre femme qui a perdu ses 2 enfants en même temps. C'est le drame total pour elle. Elle savait que son mari avait du mal à accepter la séparation et qu'il était devenu très toxique depuis et qu'il était très fou de rage, mais elle était sûrement loin de s'imaginer qu'il irait jusqu'à tuer leur propre enfant. C'est l'incompréhension totale. Comment son époux, Guy Turcotte, un cardiologue, a-t-il pu tuer 2 enfants de 3 et 5 ans, et pas n'importe lesquels, mais les siens, sa propre chair. Guy Turcotte est toujours dans un état second à l'hôpital et il est secoué par ce qu'il vient de faire. Il est par la suite transféré au département psychiatrique de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, puis à l'Institut Philippe Pinel le 26 février 2010. On pense alors que Guy n'était pas pleinement conscient de ce qu'il faisait vu qu'il avait ingéré une grande quantité de méthanol. Il se pourrait qu'avec la dépression et le taux de méthanol, son esprit était très confus et qu'il ait tué ses enfants dans un élan de folie ou dans un état second. On pense alors qu'il aurait peut-être des troubles mentaux. De plus, il a tenté de se suicider. On souhaite alors le faire suivre, mais une fois en hôpital psychiatrique, Guy commence à montrer plusieurs comportements qui laissent l'équipe de service plutôt perplexe. Guy a pris le soin de laisser une liste des affaires que sa famille devait récupérer à son domicile, plutôt étrange, comme par exemple des billets de spectacle pour une sortie en famille ou un chèque cadeau pour son ex-femme pour un moment dans un spa. Il contacte également son conseiller financier afin de faire retirer le nom de son ex-épouse sur son testament et sa police d'assurance vie. Il appelle également la gardienne des enfants qu'il avait appelée la veille afin d'annuler ses services, pour lui présenter des excuses pour la souffrance qu'il lui aurait infligée. En revanche, le 17 mai, il appelle sa femme non pas pour s'excuser pour ses actes horribles, mais pour lui faire des reproches et lui exprimer sa haine en lui disant qu'elle ne profitera pas de son testament et de ses assurances. L'enquête n'a pas été très longue puisque Guy Turcotte a tout de suite avoué avoir tué ses enfants. Et une autopsie a été faite sur les petits afin d'en savoir plus sur les conditions de leur mort. Et là, ce fut l'horreur absolue. L'autopsie a révélé un véritable carnage. Les enfants auraient reçu en tout 46 coups de couteau. Il s'agit d'un véritable acharnement. Olivier, âgé de 5 ans, a reçu 27 coups de couteau, dont 16 à l'abdomen, 4 au dos et 7 aux mains et aux poignets. Les blessures aux mains du petit garçon montrent qu'il a tenté de se protéger comme il pouvait. Quant à Anne-Sophie, la fillette de 3 ans, elle a reçu 19 coups de couteau à l'abdomen et au dos, mais pas sur ses mains. Mais elle a été retrouvée avec des touffes de ses cheveux dans ses mains, sûrement parce qu'elle les a arrachés sous le coup de la douleur. Rien que d'entendre cela, ça donne des frissons. Les pauvres enfants ont vécu le martyre. Guy s'est défoulé sur ses enfants. On peut clairement dire qu'il s'est vengé de sa femme en les maltraitant. Guy Turcotte est conduit à la prison provinciale de Rivière-des-Prairies en novembre 2009 en attente de son procès. Il a essayé de faire une tentative de suicide en ingurgitant une dizaine de calmants, mais cela n'a pas marché. En 2009, il est accusé d'homicide. Il apparaît devant la cour en avril 2011 et ce premier procès va poser problème. Il va se poser la question de savoir si la prise de méthanol et l'état émotionnel fragile de Guy auraient pu influencer sa conscience au moment du drame. Plusieurs psychiatres experts sont appelés à la barre afin de témoigner à ce propos et ils se contredisent. L'expert psychiatre de la défense affirme de son côté que l'état mental de Guy a été perturbé par un ensemble d'éléments tels que la séparation, l'état dépressif, les envies suicidaires et la prise du méthanol. Le méthanol a des effets psychotropes comparables à ceux de l'alcool. Le procès jouit d'une couverture médiatique très
très importante, car la population dénonce l'horreur des faits et la culpabilité de Guy Turcotte. La population est très investie dans le procès. Ils se sentent touchés par le drame de ces deux enfants. Cette affaire fait scandale et choque la population. Guy était un cardiologue, un médecin. Comment a-t-il pu torturer ces deux enfants? Et à la surprise générale, il est jugé non coupable en juillet 2011. Et autant vous dire que cette nouvelle fit l'effet d'une bombe. Le jury a jugé que Guy n'était pas en pleine possession de ses capacités mentales lors de l'assassinat de ses enfants. La Cour le déclare non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux et lui condamne à une thérapie en centre psychiatrique pour une durée indéterminée. Guy pense pouvoir s'en sortir aisément. Il passe alors devant la Commission d'examen des troubles mentaux du Québec pour une première fois le 4 juin 2012 et les spécialistes doivent à nouveau juger son état mental au moment des faits. Ils se mettent d'accord pour dire que lors du drame, Guy souffrait d'un trouble d'adaptation avec une humeur dépressive, mais il ne souffrait en aucun cas de troubles psychiques, c'est-à-dire de troubles ou de maladies mentales telles que la schizophrénie ou un trouble bipolaire qui aurait pu l'influencer et altérer sa conscience ainsi que son jugement. La commission décide alors qu'il ne peut pas être libéré de l'hôpital psychiatrique car il reste fragile mentalement et qu'il n'est pas apte à entamer le processus de réhabilitation et surtout qu'il représente encore un danger pour autrui vu la gravité de ses actes criminels. Lors de la seconde audience en décembre, Guy a entrepris une psychothérapie et suite à cela, il est jugé comme étant dans de meilleures conditions mentales et ne représentant plus vraiment de risque pour la société. Il est donc libéré sous condition le 12 décembre 2012 après décision de la commission. Guy Turcotte est alors libre et cette nouvelle scandalise l'opinion publique qui juge que justice n'a pas été faite et Guy est pleinement coupable d'avoir sauvagement assassiné ses enfants à leurs yeux. L'horreur infligée aux enfants est jugée comme placée sous silence et cela choque profondément l'opinion publique qui crie son mécontentement à travers des manifestations. La justice québécoise est remise en question. Guy se croyait sorti d'affaire, mais un coup de théâtre va se produire. Pendant que la population enchaîne les manifestations et hurle leur mécontentement, le directeur des poursuites criminelles et pénales se replonge dans l'affaire et il se rend compte de certaines incohérences et il demande alors à avoir un nouveau procès le 19 septembre 2012. Il réalise que Guy a volontairement ingéré du méthanol, donc il ne peut pas être non responsable de ses actes criminels suite à une maladie mentale. Guy a été reconnu comme non responsable criminellement parlant suite à des troubles mentaux, mais il s'est volontairement mis dans une situation troublante avec la prise du méthanol comme tentative de suicide. Il a tenté de s'intoxiquer lui-même et il n'a pas tenté de se suicider sous l'influence d'une maladie mentale avérée. Cela n'est donc pas compatible avec le principe de non-responsabilité criminelle puisque selon l'article 16 du Code criminel qui prévoit la non-responsabilité criminelle, seul le trouble mental peut ouvrir la porte à cette défense. J'ai essayé d'expliquer un peu ce que c'était que la non-responsabilité criminelle et j'espère que vous m'avez suivi. Guy Turcotte doit alors être reconnu comme coupable et responsable du meurtre de ses enfants. En novembre 2013, la Cour d'appel du Québec accède à cette demande d'un nouveau procès et analyse l'affaire et annule le premier verdict. Elle ordonne alors un nouveau procès pour Guy Turcotte afin que justice soit enfin faite. La Cour suprême du Canada s'oppose à cette demande en mars 2014 en invoquant le principe du non bis in idem, c'est-à-dire nul ne peut être poursuivi une seconde fois pour la même offense. C'est à nouveau le scandale pour la population qui réclame que justice soit faite. Guy reste alors détenu jusqu'en septembre 2014 où il est libéré sous caution. Et la nouvelle fait encore trembler la population. Au niveau de la justice, un combat se fait afin de savoir s'il faut à nouveau le juger ou non. Son second procès débute alors le 14 septembre 2015.
Le 6 décembre 2015, le verdict tombe et Guy Turcotte est reconnu coupable du meurtre prémédité de ses 2 enfants. Il a fallu 7 jours de délibération. Il est condamné à un minimum de 17 ans de prison le 15 janvier 2016. Après avoir été reconnu coupable, il a immédiatement été transféré au centre de l'établissement Archambault, qui est un pénitencier fédéral du Canada, puis à celui du Port-Cartier en juin 2016. Une fois arrivé en prison, il se serait battu avec des détenus. Il a demandé à faire appel du verdict, mais il a fini par y renoncer. Guy Turcotte devra rester en prison jusqu'au moins en 2033 et cette année-là, il pourra présenter une demande de libération conditionnelle. Guy Turcotte, pour moi, est clairement responsable de la mort de ses enfants et il était pleinement conscient de ce qu'il faisait. Pour avoir tué ses 2 enfants avec 46 coups de couteau, on ne peut qu'être dans une rage absolue. Il ne s'agit pas d'un accident, il aurait poussé ses enfants et il serait décédé. Il a volontairement poignardé à mort ses enfants à de nombreuses reprises et en plus à plusieurs endroits sur leur petit corps. Il n'a pas choisi de se faire du mal, mais il a préféré punir ses enfants pour la trahison de sa femme. Son état mental et l'infidélité de son épouse ne justifient en aucun cas ces actes horribles. Rien au monde ne pourrait justifier l'assassinat de ses propres enfants et un tel carnage. Guy souffrait de dépression, mais il était surtout outré de l'infidélité de son épouse et du fait qu'elle débutait une nouvelle vie sans lui. Il n'arrivait pas à accepter cela, mais il ne possédait en aucun cas un trouble psychologique pouvant altérer son discernement. Sa supposée dépression ne représentait pas une excuse valable pour le juger non responsable. Et je dis supposée car il n'a jamais été suivi pour une dépression lorsque sa femme l'a quitté. L'affaire Guy Turcotte a scandalisé l'opinion publique, à tel point que les Québécois hurlaient à la justice et surtout que cette justice était remise en question. Les Québécois disaient ne plus avoir confiance au système judiciaire. Plusieurs débats ont été soulevés dans cette affaire, dont celui de la non-responsabilité criminelle, celui de la maladie mentale, mais aussi de la vulnérabilité des enfants et de la violence faite aux femmes. Alors pour la partie qui va suivre, je tiens à préciser que je ne suis pas psychologue et que je n'essaie pas de justifier les actions de Guy Turcotte, j'essaie juste d'analyser le dessous de ce drame. Il ne s'agit là que de mon avis, je peux me tromper et je ne possède en aucun cas la vérité. L'affaire Guy Turcotte, au-delà de mettre en lumière la violence envers les enfants, elle cache également la violence conjugale. Peut-être qu'au lieu de plonger uniquement le crime à travers les questions de la responsabilité criminelle et de la santé mentale, il fallait également le recontextualiser à travers le prisme de la violence conjugale. Pour pouvoir analyser les dessous de cette affaire, il est important de se plonger dans le couple. Le meurtre des enfants découle d'un conflit conjugal qui s'est suivi d'une violence conjugale et au lieu de punir sa femme, Guy a fait un transfert sur ses enfants. Il faut savoir qu'après l'annonce de la rupture avec sa femme, il y a eu une montée en puissance de la haine de Guy envers son épouse. Il était de plus en plus violent. Il y a eu ce que j'appellerais une violence post-séparation. Faisons un petit récapitulatif de ces événements. En 2001, lorsqu'Isabelle lui a annoncé qu'elle le quittait, ce fut le choc. Guy l'a violemment poussé contre le mur et l'aurait violenté. Il l'aurait frappé. Il s'agissait d'une séparation compliquée. Il était encore sous le choc de l'infidélité et de la trahison. Et voyant que sa femme souhaitait refaire sa vie avec son amant, Guy est devenu furieux. Il a alors tenté toute technique pour la retenir en devenant manipulateur et jaloux. Il l'a menacé plusieurs fois de faire de sa vie un enfer si elle partait. Elle a reçu plusieurs menaces verbales. Un premier scandale apparaît le 10 février 2009 lorsqu'il a découvert que Martin Huot, l'amant de sa femme, a emménagé dans sa propre maison et il l'a alors frappé au visage, fou de colère. Puis s'en vient une phase profonde de dépression pour Guy et il est pris de pensées suicidaires. Il devient alors spectateur face à son monde qui s'écroule et sa femme qui lui échappe. Il devient impuissant et cela est sûrement un choc mental pour lui. Puis un nouveau scandale a éclaté lorsqu'il a découvert que sa femme a changé les serrures de leur maison.
D'ailleurs, si Isabelle en est arrivée à ce stade, c'est sûrement qu'elle ne se sentait pas en sécurité en la présence de son ex-mari. Elle sentait qu'il était instable et hors de contrôle. D'abord la trahison, puis les menaces, puis la phase de dépression à laquelle s'ajoute une phase d'obsession, puisque Guy, la veille du drame, a relu les messages échangés entre Isabelle et son amant. Il devait broyer du noir et repenser à tout cela, à la trahison de sa femme et à sa détermination à refaire sa vie avec un autre homme que lui. À la suite de ce résumé, il faudrait recontextualiser le meurtre des enfants de Guy. Ils n'ont pas été tués dans un contexte de folie survenue sur le coup de la douleur, ni dans le contexte des effets du méthanol, mais ils ont été réalisés comme une sorte de conséquence face à la rupture et à la séparation brutale de Guy avec sa femme. L'assassinat d'Olivier et d'Anne-Sophie, à mon sens, est le résultat d'une montée en puissance de la rage et de la souffrance profonde de Guy, qui était dépassé face à son monde détruit en un instant. Et au lieu de se dire qu'il allait tuer son ex-femme, il s'est dit qu'il devait s'assurer de lui faire payer et souffrir autant qu'il avait souffert d'une façon définitive, c'est-à-dire en lui retirant ses enfants. Guy et Isabelle avaient un lien à travers le mariage. Guy a dû se dire que puisque sa femme a rompu ce premier lien qu'ils ont créé ensemble, il va rompre le second lien qu'ils avaient, c'est-à-dire celui des enfants. Les enfants est le lien qui suit après celui du mariage. Dans l'imaginaire collectif, la venue d'un enfant, c'est ce qui rassemble le couple et qui vient consolider l'union de celui-ci. Isabelle a détruit leur premier projet ensemble qui était le mariage et Guy a détruit le second qui était celui des enfants, afin que dans son esprit, il soit à égalité en termes de souffrance et sûrement de s'assurer qu'elle allait souffrir autant que lui. Encore une fois, je ne suis pas psychologue, j'énonce juste des possibilités. Le jugement de la non-responsabilité criminelle de Guy Turcotte lors de son premier procès a posé problème. S'il a été jugé non responsable de l'horreur qu'il a fait subir à ses enfants, ce jugement tend à banaliser la violence faite envers les enfants, mais aussi indirectement celle faite aux femmes. Si un homme ayant poignardé ses enfants avec 46 coups de couteau est jugé non responsable aux yeux de la loi, cela ouvre la porte à toute forme de violence qui pourrait par la suite être perçue comme non incriminante. La violence est alors présentée comme un acte non répréhensible, mais surtout comme un acte banalisé, voire pire, normalisé. À travers ce premier jugement, le massacre des enfants Turcotte est jugé comme totalement banal. Laisser Guy Turcotte non responsable de ses actions représente une menace pour la société et peut influencer l'opinion publique, car des individus malveillants pourraient face à cela penser qu'ils pourraient également commettre de tels actes et s'en sortir. Ils pourraient surtout se croire tout permis. Pire encore, les hommes violents pourraient prendre la confiance et penser qu'ils pourraient continuer d'exercer diverses formes de violence sur leurs femmes ou leurs enfants sans être punis devant la loi. Si on analyse l'affaire ici, ce premier jugement est problématique à plusieurs échelles. Il ne rend pas justice aux enfants, mais aussi aux femmes, car la façon dont Guy a tué ses deux enfants représente la forme la plus extrême de violence à l'égard des enfants, mais elle symbolise également l'une des pires violences conjugales. Pire encore, cela signifie que pour une mère qui a été privée de ses enfants, car son époux les a assassinés, elle ne peut pas avoir confiance au système judiciaire afin de rendre justice à ses enfants et honorer leur mémoire. Et si elle ne peut pas compter sur le système judiciaire pour punir un tel drame, sur qui pourra-t-elle s'appuyer pour rendre justice? Un tel drame ne peut pas être passé sous silence. Guy a arraché à sa femme ses deux enfants. Il doit être puni par la loi. C'est le devoir de la justice de punir toute action criminelle et horrifiante, quel que soit son degré. La mort d'Anne-Sophie et d'Olivier est un véritable drame. Je souhaite beaucoup de courage à sa famille afin de se reconstruire et que les enfants puissent reposer en paix. Cette histoire est une vraie tragédie qui aurait pu être évitée, mais malheureusement ce ne fut pas le cas.